Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mercredi 7 janvier. D'abord, la situation très confuse au Yémen. Le chef des séparatistes du Sud ne s'est pas rendu à Riyad où devaient se tenir des pourparlers de paix avec le gouvernement yéménite sous l'égide de l'Arabie Saoudite. Selon ces hommes, il est encore aux manettes à Aden. On y reviendra dans le journal de 11h. 9 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre forces gouvernementales et Kurdes dans le nord de la Syrie. Les discussions pour intégrer les groupes kurdes à l'État syrien piétinent. Les aéroports, les écoles, les services publics sont fermés à Alep aujourd'hui par sécurité. Et puis pagaille dans les aéroports parisiens en raison d'importantes chutes de neige. Une centaine de vols annulés notamment à Roissy. Les flocons tombent en abondance sur le nord et l'ouest de la France. Et voilà les déplacements qui sont très compliqués, notamment en Île-de-France. 38 départements sont en vigilance orange. Les précisions à suivre de Natalia Odicharia. Et si cette météo hivernale glissante à l'issue incertaine n'était pas la meilleure métaphore du sujet qui va nous occuper aujourd'hui jusqu'à 10h45. Nous sommes le 7 janvier et c'est à l'année politique qui commence tout juste en France que nous nous intéressons. Élections municipales, sénatoriales, procès en appel de Marine Le Pen. Après une année 2025 pour le moins chaotique, la dernière année pleine de mandat d'Emmanuel Macron va-t-elle être tout autant erratique? Va-t-on parvenir à parler du fond, à résister au rouleau compresseur de la campagne pour 2027 qui a en réalité déjà commencé. 2026, année de tous les possibles politiques. Question posée ce matin à mes deux invités, Elisabeth Pinault et Aurélien Devernois, qui ont bravé la neige pour être avec nous. Bonjour à tous les deux. Merci d'être là. On a beaucoup de choses à dire. C'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Elisabeth Pinault. Bonjour. Merci, mais bonne année à vous aussi. Une année qui va être riche en actualité, bien sûr. Grand reporter à l'agence Reuters en charge de l'exécutif, Aurélien Devernois. Bonjour Aurélien. Bonjour Pauline. Vous êtes ici chez vous du service politique de RFI. J'évoquais la météo de ce début d'année il y a un instant, peuplée d'incertitudes. Alors elle ne va pas nous occuper toute l'année, mais on va s'y arrêter un instant si vous le voulez bien avant d'entrer dans notre sujet, parce que c'est le sujet du jour. Et en réalité, ici en France, tout est toujours un peu politique. Bonjour Natalia Odicharia. Vous êtes à quelques encablures de la rédaction de France 24. Une journée très compliquée pour les déplacements et spécifiquement en Île-de-France. Bonjour Pauline, oui, la neige complique la circulation partout en France, y compris en région parisienne. Et comme annoncé la veille, les bus ne circulent plus du tout ici. Ils ont tous été rappelés au dépôt, en tout cas jusqu'à ce que la situation s'améliore, a expliqué la RATP. Côté métro et RER, la circulation est plutôt normale, mais bien évidemment, la situation va dépendre de l'évolution des conditions météo durant la journée. Sur les routes, les poids lourds, eux, sont interdits dans certaines régions comme ici en Île-de-France, dans l'Ouest ou bien le centre Val-de-Loire. Et pour des mesures de sécurité, les voitures légères, les véhicules légers devraient être limités à 70 km/h. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a fortement conseillé aux automobilistes d'éviter de prendre la route aujourd'hui, en tout cas en Île-de-France. Du côté des transports aériens, une centaine de vols a été annulée, donc une centaine à Charles de Gaulle et puis une quarantaine de vols à Orly. Depuis lundi, vous le voyez, les conditions météo ont provoqué d'un côté d'énormes bouchons et puis de l'autre côté plusieurs décès, notamment liés à la circulation et donc au verglas. Il y a quelques jours, un chauffeur VTC, pour rappel, est décédé dans la Marne. Merci beaucoup Natalia. Prudence donc évidemment si vous devez absolument vous déplacer, et on limite autant que possible dans l'un des 38 départements en vigilance neige-verglas les déplacements. Je le disais que tout est politique ici en France. Elisabeth Pinault, Aurélien Devernois, c'est un marronnier qui revient à chaque fois que la neige est en abondance sur notre territoire, et le procès en manque d'anticipation des autorités de fleurir à nouveau, notamment ce matin dans la bouche des élus Rassemblement National.
Oui, c'est en effet un marronnier, quelques centimètres de neige à Paris et tout s'arrête. Paris n'est pas Moscou, et dans le reste de la France d'ailleurs. Oui, il y a eu déjà une petite polémique entre le ministre des Transports, donc, qui est sous le feu des projecteurs, hein, les Français apprennent à le connaître, Philippe Tabarot, qui a fait mine de critiquer un peu Météo France, un service public. Qui n'aurait pas assez anticipé. Qui n'aurait pas assez anticipé le nombre de centimètres. Et puis bien sûr, il y a la pagaille dans les aéroports, sur les routes. Que fait la mairie? Que font les services de l'État? Bien sûr, à chaque fois, c'est une occasion de revenir sur le fonctionnement de la France, les services publics, l'organisation, la mairie, voilà, tous les services qui sont censés faire face à ce genre d'intempéries. Bien sûr, on aime discuter autour de tous ces sujets. Et c'est vrai que dans l'époque actuelle où on attend beaucoup de l'État, et à 3 mois des élections municipales, ça prend encore plus d'ampleur. D'un mot là-dessus, Aurélien? Il y a eu encore une petite bataille de boules de neige, notamment entre les candidats à la mairie de Paris depuis hier. La mairie de Paris est accusée de ne pas avoir bien anticipé également, de ne pas avoir salé les rues, etc. Donc il y a des coups à peine mouchetés depuis quelques heures entre les candidats, notamment d'opposition, qui disent que la mairie de Paris, encore une fois, n'a pas su faire face aux besoins des Parisiens. Et puis la mairie, les adjoints, les candidats qui répondent que 85% des axes routiers ont été salés et que tout va bien, et que c'est aussi lié au dérèglement climatique, qu'on a des épisodes de froid, de neige qui sont plus intenses qu'auparavant, et notamment le candidat, l'ex-candidat à la mairie écologiste David Béliard, qui dit que, il faut aussi se préparer à avoir ça plus régulièrement. Et les climato-sceptiques de douter à nouveau du réchauffement des températures, mais c'est un autre sujet. Tout est politique ici en France. On va reparler, bien sûr, on va essayer de passer en revue tous les grands rendez-vous politiques de l'année. On viendra dans un instant, bien sûr, sur les municipales, qui est le grand rendez-vous qui donnera peut-être le ton pour 2027. Ce sera d'ici 2 mois. Mais pour commencer, je parlais d'incertitude tout à l'heure dans mon introduction. Il y a une certitude, 2026 sera la dernière année pleine et entière de mandat pour Emmanuel Macron, avant que la présidentielle de 2027 écrase absolument tout. Comment peut-elle se passer cette année pour le président Macron, Elisabeth Pinault? Ce sera forcément difficile, ça l'est déjà. Le président a donné le ton lors de ses vœux du 31 décembre. Il a dit vouloir une année utile. C'est évidemment une formule de communication, avec différents thèmes qui vont être abordés, qui ne dépendent pas complètement du Parlement. En tout cas, ça va pouvoir se passer quoi qu'il arrive, même en cas d'incertitude politique, c'est-à-dire le dossier sur la fin de vie. Serpent de mer, ça fait un moment. Le président espère que ça va aboutir. Le service national qu'il a lancé en fin d'année dernière, qui évidemment rejoint l'actualité en Ukraine et au-delà, l'actualité internationale qui est quand même très inquiétante. Et puis son travail sur les réseaux sociaux et le danger qu'ils représentent, en particulier sur les jeunes, pour les jeunes, et il devrait faire des annonces à la fin du mois de janvier. Voilà pour les différents dossiers. Ensuite, bien sûr, c'est maigre. En tout cas, Emmanuel Macron n'a plus la main. C'est bien sûr le gouvernement avec une majorité extrêmement relative qui, pour l'instant, la main. On n'a toujours pas de budget, donc là, on est revenu. Hier, j'ai passé la journée à l'Assemblée. On parle maintenant d'un 49.3 qui permettrait d'obtenir ce budget plus vite, mais ça voudrait dire une fois de plus un texte sans vote et tous les problèmes politiques que ça peut engendrer. Emmanuel Macron, bien sûr, fait face à une impopularité quand même importante. Il faut relativiser parce que j'ai suffisamment d'expérience pour dire que les fins de mandat sont toujours difficiles, que ce soit Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron ne fait pas exception. Une fin de mandat, c'est toujours de l'impopularité et il fait aussi face à une situation internationale particulièrement inquiétante. Donc, ça va être ces différents éléments. C'est-à-dire que cette année, il va essayer d'exister. Il y a quand même le Rassemblement national et la France insoumise qui poussent très fort pour qu'il parte prématurément, si possible. Quand même, il y a toujours cette pression. Jusqu'ici, il a toujours écarté cette option. Absolument. Il a de nouveau écarté lors de ses vœux et jamais l'Élysée n'a changé de ligne là-dessus. Même si, par exemple, quelqu'un comme Édouard Philippe, candidat à l'Élysée, lui a suggéré de préparer sa sortie anticipée, ce qui n'est pas rien. En tout cas, lui veut rester utile
et au travail et à la manœuvre jusqu'au dernier quart d'heure. Mais là, on s'approche. Là, on ne parle plus en années, on parle en mois avant la présidentielle. Aurélien, on sait que le réflexe d'Emmanuel Macron, quand il est en difficulté en politique intérieure, c'est de se consacrer à l'international. Est-ce qu'a priori, ça va être effectivement l'un de ses gros enjeux cette année? Bien sûr, les sujets ne manquent pas, il a de quoi faire. Il risque d'être plus enclin à aborder ces sujets-là. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il risque de débuter cette année 2026 par une énorme défaite, une bérésina, puisqu'on parle de neige, c'est sur le Mercosur. La France... Donc accord de libre-échange. Voilà, accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine, enfin d'Amérique du Sud. Et cet accord-là, a priori, va être signé contre l'avis de la France, qui s'y oppose toujours. Sauf que Paris avait réussi à monter une espèce de coalition avec la Pologne, la Hongrie et l'Italie pour avoir une minorité de blocage sur ce sujet. Et les Italiens ont annoncé hier qu'a priori, ils allaient se retirer et que donc la France se retrouvait totalement isolée. Ce qui, pour Emmanuel Macron, qui a axé ses deux mandats sur la question de la construction européenne, de l'Europe, d'être quelque part un leader de l'Europe et une vraie alternative au leadership allemand, c'est une vraie défaite en race campagne qui s'annonce. Et ça va être en plus très compliqué à gérer pour le gouvernement français, qui fait face à une grogne très forte des agriculteurs et cette grogne, malgré quelques concessions sur la politique agricole commune qui s'annonce, cette grogne-là devrait encore prendre de l'ampleur. Donc ça va être un début d'année très compliqué pour Emmanuel Macron et très compliqué pour le gouvernement dirigé par Sébastien Lecornu. Oui, parce qu'on évoquait la neige. À cette actualité neige vient effectivement s'ajouter la colère des agriculteurs qui, en dépit des interdictions et des arrêtés préfectoraux, veulent notamment compliquer la situation à Toulouse. Et bien sûr, ce revirement de l'italienne, son nom m'échappe, Giorgia Meloni, pardon, merci beaucoup, sur le dossier du Mercosur est une sacrée épine dans le pied du gouvernement français. Si le Mercosur est signé d'ici quelques jours, le 12, même si la date n'est pas confirmée, Elisabeth Pinault, il faut s'attendre on se souvient d'un salon de l'agriculture très compliqué il y a quelques temps, il faut s'attendre à un bras de fer très, très intense avec les agriculteurs qui sont par ailleurs très populaires ici en France. Oui, là aussi, c'est un sujet qui revient régulièrement, la colère des agriculteurs et le soutien de la part des Français qui ont tous des racines paysannes quelque part et qui soutiennent l'agriculture parce que ce sont les paysages français, c'est nourrir la France et tout ce que ça représente, avec bien sûr ces agriculteurs qui travaillent tellement et qui sont mal rémunérés. Ça, c'est vraiment quelque chose qui touche les Français au cœur, même si ensuite, évidemment, quand on va dans le détail, il y a différentes façons de concevoir l'agriculture, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment une culture agricole en France qui fait que à chaque fois qu'il y a une colère agricole, il y a un soutien et un intérêt important au-delà du nombre d'agriculteurs. Je crois qu'ils sont plus que 400 000. En tout cas, ce sujet du Mercosur est en effet majeur. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a vraiment essayé d'éteindre l'incendie préventivement en écrivant aux agriculteurs, en leur disant que, par exemple, que la politique agricole commune leur serait toujours... la France en est le premier bénéficiaire en Europe. Les chiffres ne baisseraient pas. Il les reçoit. Il les a reçus en début de semaine. Mais est-ce que cela va suffire à calmer leur colère avant le Mercosur? Ce sera difficile. Bien sûr, on s'attend à un moment particulièrement délicat et c'est en haut de la pile des préoccupations du gouvernement. Mais là, on est vraiment au niveau européen et en effet, vous l'avez bien dit, la France a perdu une bataille sur ce sujet et c'est une défaite pour Emmanuel Macron. Oui. Aurélien Devernois, Elisabeth Pinault évoquait cette fin de mandat d'Emmanuel Macron qui, comme toutes les fins de mandat des présidents de la 5e, est très compliquée, à la différence notoire d'Emmanuel Macron qui, il ne me semble pas que c'était le cas de François Hollande, n'a pas de majorité, épée de Damoclès incroyable qui pèse au-dessus de la tête de son Premier ministre. Là, il y a quand même un amoncellement de difficultés pour les quelques mois qui restent qui est assez inédite. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une situation qui est un peu compliquée. Emmanuel Macron n'est pas vraiment en cohabitation, puisque Sébastien Lecornu est l'un de ses très proches, et que globalement, c'est quand même le camp macroniste qui peuple les rangs du gouvernement et qui est toujours à l'initiative, on va dire, d'un point de vue législatif. Mais c'est vrai que ça rappelle un peu ce côté crépusculaire, peut-être, de François Mitterrand. Dont on reparle beaucoup en ce moment. Voilà, exactement. C'est vrai qu'en 94, 95, il avait perdu les élections de 93, et c'est vrai que ça avait été très, très, très compliqué. Alors, la situation était différente
différente, parce que François Mitterrand était par ailleurs très malade en fin de vie, etc., ce qu'on ne souhaite pas à Emmanuel Macron, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a ce côté crépusculaire qui pèse et qui, pour un président comme Emmanuel Macron, qui est un président encore jeune, il a été élu à 39 ans, il n'aura même pas 50 ans à la fin de son mandat, c'est quelque chose d'assez probablement compliqué à gérer à titre personnel et à titre politique. Et puis, il y a cette question de quel héritage il va laisser politique et qui va lui succéder. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, qui avait démarré sa carrière politique en disant moi je veux proposer une alternative à la droite, à la gauche, quelque chose de nouveau, une nouvelle politique, etc., se retrouve dans une situation où il risque de laisser les clés de l'Élysée peut-être à l'extrême droite, avec une France qui n'a jamais été aussi polarisée politiquement. Et c'est vrai qu'on va dire que l'héritage d'Emmanuel Macron est déjà en train de se discuter et qu'il risque de ne pas être très glorieux pour l'actuel chef de l'État. Et dans son propre camp, les flèches n'ont pas tardé à pleuvoir. Donc je parlais d'Édouard Philippe, bien sûr, qui a quand même été son Premier ministre pendant 3 ans, y compris pendant la période Covid, qui s'en éloigne depuis un bon moment déjà. Donc il est candidat, lui, officiellement, ce qui n'est pas le cas d'autres. Il est candidat s'il gagne les municipales au Havre, non ? Oui, et ça, c'est un bémol important. Il faudra suivre de près ce qui se passe au municipal au Havre, parce qu'il fait face à beaucoup d'adversité, en effet. Il a fait un tour de France. En tout cas, voilà, il a quand même demandé un départ anticipé du président de la République. Ce n'est pas rien. Il y a bien sûr Gabriel Attal, autre ancien Premier ministre, qui s'écarte complètement d'Emmanuel Macron aussi, n'hésite pas à dire le contraire. Si c'est que l'héritage est trop lourd et que... Ne met pas son nom, ne s'en revendique pas, ne met pas son nom sur les affiches et veut absolument s'émanciper de celui à qui il doit tout. Quand même, ce n'est pas rien. On a d'autres personnalités comme Gérald Darmanin, qui est toujours dans le gouvernement, qui dit avoir mis de côté ses ambitions présidentielles pour le moment, tant qu'il est au gouvernement. Mais on sait très bien, dans un coin de sa tête, voilà quelqu'un qui vient de la droite classique, qui pourrait y revenir et qui a le bilan au sein du gouvernement. On a Bruno Retailleau, qui a été au gouvernement, qui n'y est plus, qui tape à bras raccourcis contre le président de la République, qu'il avait relativement préservé lorsqu'il était au gouvernement, qui maintenant fait cavalier seul. En tout cas, tout le monde essaye de profiter du tremplin que lui a donné Emmanuel Macron, de certaine façon, en les nommant au gouvernement ou à Matignon, et qui maintenant veulent s'en éloigner parce que, évidemment, se revendiquer d'un président aussi impopulaire, avec un bilan difficile, y compris économiquement, même si je pense qu'il a quand même des résultats sur l'emploi, il faut quand même être un peu équilibré. Mais sur de nombreux autres dossiers, c'est décevant. Et puis, il y a tout l'aspect international. Ça, on verra pendant la campagne, mais la situation internationale, et à France 24, vous la suivez très près, est tellement inquiétante que ce sujet peut prendre le dessus soudain. Voilà, il reste peu de temps. Est-ce que ça va... Est-ce que la campagne... redistribuer les cartes précisément. Absolument. Et à ce moment-là, on se retourne vers le président. On le sait. On le sait qu'à ce moment-là, il faut un chef des armées, un chef de la diplomatie. Donc, voilà, la question va être, est-ce que la question va être sur le plan national, des sujets nationaux, purement nationaux, la retraite, le pouvoir d'achat, l'emploi, l'immigration, ou l'international. D'ailleurs, ce qu'a dit le président Macron hier sur la possible venue dans une hypothétique fin de guerre en Ukraine de soldats français sur le sol ukrainien, nul doute qu'on en reparlera. Je vous ai vu tiquer sur l'emploi, sur le bilan sur l'emploi. Oui, sur l'emploi, c'est vrai que jusqu'à la fin de son premier mandat, c'était relativement encourageant. Ça allait quand même beaucoup moins depuis 2022. On est parti, je crois, en 2017 de 9% de taux de chômage, et là, on est remonté quasiment à 8. On est entre 7,5 et 8. Donc, c'est pas aussi favorable que ce qu'aurait espéré Emmanuel Macron, qui avait fait quand même 2 campagnes sur la question du plein emploi, ce qu'on n'a pas aujourd'hui en France, mais parce que là aussi, la situation internationale est venue percuter l'économie. C'est des choses qu'il ne peut pas forcément maîtriser. Par ailleurs, c'est vrai, je suis d'accord avec ce que dit Elisabeth Pinault sur la question de ce qui va se passer au niveau international. Ça peut vraiment redistribuer les cartes pour la présidentielle, comme ça avait été le cas en 2022. En 2021, on va dire, on était parti sur une présidentielle en se disant, on va beaucoup parler des sujets de société, des sujets d'économie intérieure, etc. Et finalement, la guerre en Ukraine a complètement redistribué, ce qui a
finalement poussé Emmanuel Macron à ne quasiment pas faire campagne au-delà de sa proposition sur la réforme des retraites qui lui a permis de récupérer les voix de la droite. Mais c'est vrai que c'était un président quasiment absent en campagne et ça a complètement paralysé en fait les autres candidats. Est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation similaire ? Par exemple, s'il y a un coup de force américain au Groenland, si en effet il y a un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie qui implique un déploiement militaire important européen et notamment français, il va y avoir des débats là-dessus. Peut-être que ça sera moins défavorable aux héritiers d'Emmanuel Macron que la situation actuelle le présage. Incertitude, je le disais d'ailleurs, la réforme des retraites, on n'en a pas parlé, mais voilà un échec a priori du président français qui avait fait effectivement campagne d'abord sur cette réforme qui aujourd'hui est suspendue. Est-ce à dire précisément que le scénario de 2027 n'est pas plié, Elisabeth Pinault? Il y a eu ce sondage en fin d'année dernière qui a fait grand bruit, donnant Jordan Bardella, donc numéro 2 du Rassemblement national aujourd'hui, candidat non naturel aujourd'hui derrière Marine Le Pen, on y reviendra, à la présidentielle, vainqueur au second tour, quel que soit l'adversaire. On sait aussi que le favori un an et demi avant le scrutin n'est pas nécessairement celui qui l'emporte au final. Alors quoi, tout est possible ? Absolument. Il faut toujours être très prudent. À un an et demi d'une présidentielle, tout est possible et les sondages n'ont aucune valeur. Tout se joue vraiment dans les derniers mois, les dernières semaines même, en fonction de ce qui peut survenir. Par exemple, vous prenez l'exemple de Jordan Bardella. Mettons que Marine Le Pen soit empêchée. Rappelons que son procès en appel commence la semaine prochaine. Que Bardella soit le candidat qui semble favori, en tout cas en tête pour l'instant. Et il y a une situation internationale très difficile. Est-ce que les Français donneront la clé à quelqu'un qui a 30 ans et absolument aucune expérience de la sorte? Est-ce qu'ils ne vont pas se tourner vers quelqu'un d'expérience? Et là, d'autres noms surgissent. François Hollande n'a pas dit son dernier mot. Dominique de Villepin... Vous y croyez au comeback de François Hollande ? En tout cas, je peux vous dire que sur un malentendu, ça peut marcher. La phrase est de lui. C'est une option encore valable. On l'entend beaucoup. Et puis, il peut se targuer d'avoir été président, d'avoir. Enfin, il n'a pas osé se présenter à sa propre succession quand même à l'époque. Absolument. À l'époque, il a eu. On peut dire que c'est un aveu d'échec. Certains disent aussi qu'il a eu ce courage-là que d'autres n'ont pas eu. Enfin. François Hollande, c'est un... En tout cas, tout est possible. Dominique de Villepin, qui l'eût cru aussi, quand même, il arrive quand même de la Lune, un peu, Dominique de Villepin, mais enfin, on l'entend, les gens commencent... Dans une situation internationale qui est ce qu'elle est, un Dominique de Villepin n'est pas du tout exclu. Disons qu'en tout cas, lui, il apparaît comme l'homme d'expérience. Ça peut se jouer aussi là-dessus, en fonction de ce qui va, des sujets qui vont advenir au dernier moment. Ça va vraiment se jouer, je pense que ça va partir... Bon, il y a les municipales qui vont être un point important, notamment, on va voir le score du Rassemblement national, par exemple. Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à avoir une véritable assise, à en prendre des grandes villes comme par exemple Toulon, ce qu'ils espèrent vraiment. Il y aura ensuite des sénatoriales en septembre et le Rassemblement national espère avoir au moins un groupe au Sénat, ce qu'il n'a pas pour l'instant, c'est-à-dire 10 sénateurs, ce qui semble envisageable. Et puis ensuite, la campagne va vraiment démarrer. Je pense qu'on aura quelques prémices l'été prochain et puis à la rentrée, ça va vraiment se décider, primaire ou pas primaire, à droite, au centre, la primaire de Gérald Darmanin à Sarah Knafo, à gauche bien entendu, avec des personnalités anciennes, François Hollande, nouvelles, François Ruffin par exemple, un ex de la France Insoumise, qui a quand même des propositions assez originales, qui en tout cas qui emporte une partie de la gauche, Raphaël Glucksmann qui avait fait un bon score. Qui ne veut pas participer à la primaire de la gauche. Mais qui avait un bon score à la présidentielle, ça avait été presque une surprise. Et puis maintenant il a perdu un peu son capital, donc évidemment ça pousse derrière. D'autres noms pourraient surgir, y compris hors politique. Moi c'est ce qu'on me dit aussi, on n'est pas à l'abri, comme la politique est tellement décriée en France, on peut imaginer une candidature à la Emmanuel Macron, hein, c'est-à-dire lui il était quand même parti très tard et ça avait emporté, c'est un peu la magie de la politique, ça avait emporté le pays de façon soudaine. Donc tout est possible. Oui. Je voudrais quand même qu'on reste un moment sur justement l'hypothèse Marine Le Pen. Je crois que ce serait sa 4e candidature, Marine Le Pen, à cette présidentielle.
présidentielle. Effectivement, l'enjeu recommence pour elle la semaine prochaine, 13 janvier, le procès en appel. J'ai dit le procès de Marine Le Pen, mais c'est bien sûr le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires européens. On rappelle qu'elle a été condamnée en première instance à une peine d'inéligibilité qui, a priori, l'empêchait de participer. C'est remis tout à fait en cause, bien sûr, enfin en jeu. Et la Cour d'appel rendra là sa décision, ce qui est assez exceptionnel en termes de délai, cet été, ce qui permettra de savoir où on en est avant que la campagne ne commence. On va voir en images de quoi on parle exactement dans cette affaire, dans ce dossier, dans ce procès très important et assez crucial pour l'avenir de la France, et on en reparle juste après. Elle avait quitté la salle sans dire un mot, avant même que le tribunal correctionnel de Paris n'ait prononcé sa peine. Dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national au Parlement européen, Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics et condamnée à 4 ans de prison, 100 000 € d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité avec effet immédiat. Quelques jours plus tard, elle s'insurgeait devant ses partisans. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. C'est pourquoi j'affirme que cette décision politique a non seulement bafoué l'état de droit, mais aussi l'état de démocratie. Vous l'avez compris, nous ne demandons pas d'être au-dessus des lois, mais pas au-dessous des lois. Le procès en appel doit commencer le 13 janvier et durer 1 mois. C'est la dernière chance pour la fille de Jean-Marie Le Pen de se présenter une 3e fois à la magistrature suprême, mais ses options restent limitées. 3 scénarios pourraient rendre sa candidature possible. La députée du Pas-de-Calais pourrait écoper de la même peine, mais sans exécution provisoire. Elle aurait alors le temps de se pourvoir en cassation, ce qui annulerait l'inéligibilité. Sa peine pourrait aussi être réduite, donc considérée comme déjà purgée. Enfin, elle pourrait être relaxée, mais cette option semble la moins probable au vu de la sévérité du premier jugement. Des options ténues, l'équivalent d'un trou de souris judiciaire. Alors est-ce la rampe de lancement de Jordan Bardella ? Le poulain du Rassemblement national serait plus populaire que sa mentor, selon le sondage IFOP annuel des personnalités préférées des Français. Mais est-ce suffisant pour combler son manque d'expérience ? À 30 ans, il est parfois attaqué au sein même des rangs du RN. Fin novembre, le baromètre Odoxa le donnait pourtant déjà vainqueur de l'élection présidentielle. Mais à plus d'1 an du premier tour, les dés sont loin d'être jetés. Aurélien de Vernois, est-ce qu'au Rassemblement national, on prépare vraiment ces 2 candidatures qui sont à la fois très proches, bien sûr, mais très différentes ? Officiellement, oui, puisque Marine Le Pen, encore en fin d'année, a dit que Jordan Bardella était quelque part son alternative logique. Donc évidemment, et vu, et ça a été bien expliqué dans votre sujet, vu la difficulté qu'a Marine Le Pen de croire qu'elle va réussir à se sortir de cet imbroglio judiciaire, évidemment que le parti, s'il veut assumer ce qu'il revendique depuis des années, c'est-à-dire arriver au pouvoir, il faut qu'il y ait une alternative concrète et légitime à Marine Le Pen. Donc Jordan Bardella, de toute façon, fait figure de remplaçant naturel. Après, en effet, est-ce que tout le RN se rangerait comme un seul homme derrière lui, ou est-ce qu'au fil d'une campagne de Jordan Bardella, ça se déliterait pour des raisons déjà idéologiques, puisqu'il y a quand même des divergences idéologiques au sein du RN. Parmi lesquelles ? Par exemple, Marine Le Pen est quand même plutôt sur un axe social, alors que Jordan Bardella, ces derniers mois, ces dernières semaines, envoyait des messages assez forts envers le patronat, envers les chefs d'entreprise, c'est-à-dire sur une ligne plutôt libérale, estimant que c'était probablement la manière de récupérer un électorat de droite plus traditionnel. Marine Le Pen, c'est pas sa ligne politique, et donc là, il y a quand même divergence idéologique au sein du RN à ce sujet-là. Donc, est-ce que ça peut créer des problèmes ensuite dans une campagne présidentielle, ou est-ce que finalement l'éventualité d'arriver au pouvoir effacera ça le temps de gagner l'élection et d'arriver à l'Élysée? C'est une grosse incertitude au sein du RN, je pense. Est-ce que Jordan Bardella, Elisabeth Quinault, qui brasse peut-être plus large effectivement que Marine Le Pen, ou en tout cas qui veut s'émanciper peut-être de certains des carcans de sa patronne, pourrait briser un plafond de verre qu'elle n'a finalement, en tout cas à la présidentielle, jamais réussi à briser, même si bien sûr c'est à elle qu'on doit l'arrivée en force des députés RN à l'Assemblée ces dernières années?
C'est ce qu'il espère. En tout cas, pour l'instant, on est dans une période de flou et en une sorte de carrefour. Parce que les 120 députés qui sont à l'Assemblée, ils doivent toute leur carrière à Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est Hénin-Beaumont. C'est un territoire pauvre, avec beaucoup de questions sociales, des petits fonctionnaires. Il faut voir Marine Le Pen qui embrasse les enfants dans un marché d'Hénin-Beaumont. Jordan Bardella, là, il voit les chefs d'entreprise. C'est beaucoup plus de jeunes. Il faut voir les files d'attente qui sont très longues pour la signature de son livre. Donc, il a écrit son 2e livre, qui sont des succès. Mais c'est une population beaucoup plus jeune. Oui, il est le produit de sa génération. Il est très fort sur les réseaux sociaux, c'est très fort en vraiment une communication. autre culture politique. Et puis après, au sein du parti, alors, personne ne vous dira qu'il y a 2 camps, et c'est pas encore tout à fait le cas. Mais en tout cas, jusqu'à présent, c'était vraiment Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen la patronne. Il faut voir un peu. Elle entre dans une pièce, le silence se fait. C'est vraiment quand même encore la patronne jusqu'à la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on sait de leur rapport à eux deux, de leur relation? Parce qu'il y a quand même beaucoup qui se joue entre eux. Là. En tout cas, je les ai vus, quand on les voit tous les deux, par exemple, c'était le cas à Bordeaux pour la rentrée politique du RN, même le meeting, elle arrive, c'est Marine Le Pen présidente. Et Jordan Bardella, il était encore jusqu'ici celui qui devait aller à Matignon, donc il parle de choses plus concrètes. Et puis, il y a quelque chose autour de sa personne, de sa jeunesse, même de son physique. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui se construit différemment. Mais en effet, vous l'avez bien dit, lui espère pouvoir faire cette union des droites qui permet d'aller jusqu'à Retailleau. Donc, ils ont déjà récupéré Éric Ciotti, mais c'est une façon différente de voir les choses, alors que Marine Le Pen, jusqu'à présent, était sur une ligne qui est héritée de son père, bien entendu, mais qui s'élargissait, mais avec une base sociale, en effet. Mais en fait, il s'adresse à tous les Français, ça c'est sûr, c'est toujours ce qu'il répète. Ils ne sont pas là pour récupérer un électorat ou un autre, mais en effet, il va falloir convaincre à grande échelle s'ils veulent faire 51% des voix, et ça reste un objectif très difficile. Évidemment, tout dépendra de qui il y aura en face, mais ça reste un objectif très difficile. À propos de qui y aura en face, donc réponse de la Cour d'appel à propos de Marine Le Pen cet été. À propos de qui y aura en face, on a évoqué tout à l'heure les candidats plus ou moins du camp présidentiel. Un mot quand même des candidats de la droite. Vous évoquiez tout à l'heure, Elisabeth Pinault, que ça se bousculait quand même à droite. Aurélien, entre les Retailleau, les Wauquiez, les Bertrand, les De Villepin, la Villiers-Snard, le maire de Cannes, on va vers une primaire à droite ? Moi, ça me semble assez improbable qu'il y ait une primaire à droite, déjà parce que l'espace politique, il est très réduit aujourd'hui, notamment parce que le Rassemblement national prend de plus en plus de place sur l'ensemble du paysage politique de droite, que malgré tout, Emmanuel Macron a pris un peu par surprise une grande partie de son électorat. On se rappelle du score de Valérie Pécresse en 2022 qui fait moins de 5% alors qu'elle est la candidate des Républicains. Et donc du coup, comment exister politiquement dans cet espace-là qui est déjà phagocyté par le RN et très occupé par les macronistes? Je pense que c'est compliqué. Faire une primaire, c'est-à-dire mettre en concurrence des gens sur un espace aussi réduit que ça, pour moi, ça me paraît difficile, mais c'est un peu le même problème qu'il y a à gauche en réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, qui occupent de 2 axes, la social-démocratie et la gauche radicale. Et au milieu, ils parlent de faire une primaire pour un espace politique qui, là aussi, est très réduit. Donc, c'est très compliqué et c'est peut-être la plus grande réussite politique d'Emmanuel Macron d'avoir complètement siphonné, finalement, ces 2 grands piliers qui étaient on va dire le Parti socialiste et les Républicains, auparavant UMP, RPR, etc., les avoir complètement fragilisés et quasiment détruits en une dizaine d'années au pouvoir. Et c'est aussi ce qui donne un Parlement fragmenté comme on le connaît aujourd'hui. Est-ce que le scénario d'une jonction des droites, d'une union des droites pour la présidentielle de 2027, c'est-à-dire une droite républicaine qui n'aurait pas de candidat, c'est possible, en faveur du Rassemblement national?
La recomposition est en cours. Édouard Philippe, par exemple, lui va rassembler le centre plutôt vers la droite. Un Bruno Retailleau espère faire ce qu'a fait peut-être en son temps Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire Nicolas Sarkozy avait réussi à siphonner les voix du Rassemblement national. Mais est-ce que ça, c'est ce qui lui... Mais les temps ont changé, bien entendu. Les temps ont vraiment changé. Et le Rassemblement national a pris énormément d'importance. Et Jordan Bardella, quand même, on voit, a donné les premiers signes d'appel au reste de la droite. Et on a Marion Maréchal, on a certains... on va voir ce que va dire Bruno Retailleau, mais lui aussi voit bien que LR seulement, ça ne va pas suffire. C'est une évidence. Donc il y a une vraie recomposition. Alors, une partie de la droite qui a aussi été allée vers Emmanuel Macron peut revenir vers LR, mais est-ce qu'ils vont aller jusqu'à un LR qui se rapproche du Rassemblement national? Les lignes rouges deviennent un peu floues. C'est sûr qu'avant, il y avait vraiment une rupture. Ça a été longtemps le Front républicain qui a tenu jusqu'aux législatives partielles, législatives anticipées, qui ont mis la gauche en premier par ce Front républicain. Mais là, on a vu la limite de ce Front républicain. Donc, il y a une vraie recomposition et ça va être l'enjeu des prochains mois. Et c'est en ça, sauf si vous voulez dire quelque chose là-dessus, Aurélien, mais c'est en ça que les municipales, qui bien sûr sont des enjeux locaux, en réalité vont dire beaucoup de choses de cette possible jonction de la droite vers l'extrême droite, mais aussi des liens entre les socialistes et la France insoumise. Oui, parce que moi, de mon point de vue, la clarification, elle va se faire par le bas, notamment à droite, plutôt que par le haut. C'est-à-dire que ce n'est pas les chefs de parti qui vont décider de se rassembler. Là, je pense que les municipales, notamment sur un éventuel basculement d'une partie du vote Les Républicains vers le RN, on va le voir sur des élections municipales. Peut-être pas toutes, parce qu'il y a donc c'est les électeurs qui vont dicter ? Oui, et d'ailleurs, le Rassemblement national travaille là-dessus de manière un petit peu étonnante, c'est-à-dire qu'il a un certain nombre de candidats qui ne vont pas avoir l'étiquette RN au municipal. On prend l'exemple de Toulon avec Laure Lavalette, qui a annoncé sa candidature hier, qui est députée Rassemblement national, qui est très proche de Marine Le Pen, et qui annonce sa candidature sans dire qu'elle va être candidate du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'en gros, l'objectif du RN, c'est de présenter des candidats presque sous faux drapeau, pour obtenir les votes de la droite conservatrice. C'est le cas, par exemple, à Marseille. Franck Alizio, qui va être le candidat du Rassemblement national, a monté un micro-parti qui s'appelle le RPR, donc qui est l'ancien nom des Républicains, et donc est en train, avec ce micro-parti, d'essaimer un petit peu partout en France pour faire venir sur le principe de regarder, finalement, il n'y a pas vraiment de différence entre le RN et le RPR qui a pu être celui de Charles Pasqua, etc. Votez pour nous parce que, en fait, on défend les mêmes idées. Donc c'est quand même assez intéressant. À gauche, c'est différent parce que là, les drapeaux de chaque parti sont quand même bien identifiés. Mais c'est vrai que là aussi, il y a une offensive, notamment de la France insoumise, pour essayer d'aller siphonner le vote, de capitaliser sur ces bons résultats aux dernières élections pour aller siphonner le vote dans des grandes villes qui sont aujourd'hui détenues par la gauche dite plus traditionnelle, le Parti socialiste, voire les écologistes. Juste d'un mot sur la jonction de la droite, on l'a vu d'ailleurs s'opérer ces derniers mois et ça a donné des idées à certains au sein du Parlement européen, mais c'est un autre sujet. Les écologistes, précisément, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Marine Tondelier a fait acte de candidature pour 2027. Elle accepte a priori l'idée de se plier à une primaire de la gauche, dont les modalités ne sont pas connues, ni le calendrier. Des écologistes qui jouent gros, Elisabeth Pinault sur ces municipales, qui ont plutôt accumulé les défaites électorales ces derniers temps et qui pourraient perdre des villes d'importance au mois de mars. Oui, c'était les grands gagnants des dernières municipales. Ils avaient gagné des villes comme Bordeaux, Grenoble, Marseille. C'était vraiment important. Et là, c'est en grand danger. Leur positionnement est difficile parce qu'ils sont toujours des alliés de la France insoumise. Ils sont moins critiques qu'une partie de la gauche social-démocrate qui veut s'en écarter. Et tout va en effet se décider lors des municipales. Ça pourrait handicaper la candidature de Marine Tondelier, la patronne des écologistes ?
En effet, elle est favorable à une primaire, donc on verra ce qui se passe. Après, les écologistes sont toujours une part importante de la gauche, en tout cas qui peut être décisive. On l'a vu même sur des votes au Parlement, quand les écologistes se sont abstenus, ça a permis d'avoir le budget sur la sécurité sociale, par exemple. Donc ça peut être aussi décisif dans certains scrutins. Mais c'est vrai que pour les municipales, les écologistes risquent de perdre des plumes. Le Parti socialiste, allié ou non, enfin là, plutôt allié quand même avec les écologistes, espère conserver Paris, Lille, Nantes, et en tout cas garder des bastions, ce qui n'est pas le cas par exemple de LR. En dehors de Paris, ils n'ont pas grand espoir pour les grandes villes. Donc on va voir cette recomposition se faire. Et c'est vrai que les écologistes, et même le sujet, le sujet vert a vraiment perdu des plumes ces dernières années. Aux dernières municipales, il y avait vraiment le sujet du réchauffement climatique, de la biodiversité, était vraiment globalement disparu du débat public. Du bien-être au quotidien, a disparu un peu dans le débat politique, et c'est sans doute malheureux. Ça peut revenir à la faveur parce que les gens voient bien que ça a une conséquence sur leur vie quotidienne, mais en tout cas les Verts sont quand même en difficulté. Je vois cette photo d'archives derrière vous, cette image d'archives, image du Front populaire à l'occasion des législatives anticipées. Olivier Faure, Marine Tondelier, on voyait aussi le communiste à leur côté, et puis LFI, on a l'impression que 15 ans se sont passés depuis cette image d'une gauche unie pour ces législatives, Aurélien. C'est vrai que beaucoup de choses se sont passées depuis 2024, même si 2024 était une alliance d'opportunités. Une forme d'anomalie. Pas une anomalie, parce que quelque part, sur le fond idéologique, il n'y a quand même pas tant de différence que ça, même si on peut considérer qu'un Raphaël Glucksmann, qui est social-démocrate, est quand même très loin de Jean-Luc Mélenchon, mais le Parti socialiste a été obligé de se réorienter à gauche, en gros, depuis 2017, et donc ça l'a mécaniquement ramené plus proche de la France insoumise, ce qui a permis aussi ces rapprochements en 2022 et en 2024. Là, c'est vrai qu'on est en train de repartir vers une logique davantage social-démocrate, d'où le fait que Raphaël Glucksmann, donc, qui dirige le parti Place Publique, qui se revendique comme social-démocrate, ce qui n'est plus le cas du Parti socialiste, essaie de pousser sa candidature en disant, de toute façon, de l'autre côté de l'échiquier politique, ça ne va se jouer qu'à droite, il n'y aura pas de social-démocratie de centre-droit comme avait pu être représenté Emmanuel Macron. Donc c'est un peu sa logique-là. Mais là, c'est vrai qu'on rentre dans un moment qui va être compliqué, avec donc les municipales qui risquent d'affaiblir un certain nombre de partis, notamment les écologistes et les socialistes qui ont en réalité le plus à perdre puisqu'ils dirigent les grandes villes. Et derrière, cette idée de faire ou pas une primaire. En réalité, si je vous coupe, mais une primaire sans Raphaël Glucksmann, sans Jean-Luc Mélenchon, une primaire pour faire quoi ? Si une primaire se met en place, malgré tout, entre les écologistes, les socialistes et peut-être les communistes qui s'y rallieraient, c'est pas le cas encore aujourd'hui, la pression va être très forte, non pas sur Jean-Luc Mélenchon, mais sur Raphaël Glucksmann. Parce que imaginez qu'on puisse aller sur une présidentielle 2027 avec 3 candidatures de gauche, dont une candidature qui rassemble des gros appareils politiques comme les socialistes, les écologistes et les communistes, c'est quasiment la garantie de ne pas passer le premier tour. Mais même 2 candidats. C'est un petit peu différent, parce que 2, il y aura un duel, et donc les électeurs feront leur choix. 3, c'est la dispersion des voix, et là, c'est quasiment la défaite assurée. Et donc, c'est pour ça que la pression, en fait, ne sera peut-être pas où on l'attend. Et c'est vrai que pour Raphaël Glucksmann, on va dire la période de l'été, de la rentrée, va être il aurait à gagner d'accepter de participer à la primaire, ce qui, il aurait son intérêt, c'est que la primaire ne se fasse pas. C'est ça l'intérêt de Raphaël Glucksmann. Si la primaire se fait et qu'il y a un candidat ou une candidate qui émerge de cette primaire, ça va devenir compliqué pour Raphaël Glucksmann, qui n'a pas un gros appareil politique derrière lui. Non, là-dessus, Elisabeth Pinault ? C'est une primaire qui a amené François Hollande au pouvoir. Donc il y a cette culture de la primaire gagnante à gauche, et puis il y a Jean-Luc Mélenchon qui a fait un score extrêmement important à la dernière présidentielle, qui ne lâche rien, qui est la France insoumise qui a de bons scores et qui dans sa radicalité que la radicalité ne handicape pas pour l'instant. Voilà, on est quand même dans une recomposition, y compris à gauche,
gauche qui est difficile. Bon, la logique voudrait que ce soit plutôt la droite qui remporte la prochaine présidentielle à l'heure où nous parlons, parce que on voit bien que c'est la dynamique et les idées sont là. Mais il y a aussi un front. Oui, et puis un front très important. Voilà, le résultat des dernières législatives montre la gauche a encore une importance dans ce pays. Donc tout est possible. Ce sera passionnant à suivre, et il peut y avoir vraiment des surprises. Et ça va être aussi en termes de personnes, en termes de lignes politiques, et surtout, je pense que ça peut être aussi dicté par les événements, parce qu'il peut vraiment se passer des choses graves dans le monde et en France d'ici là. D'un mot, élection qu'on a l'habitude de moins regarder, c'est les sénatoriales. Ça sera au mois de septembre, la moitié de la Chambre haute. En fait, elles sont très importantes, ces élections aussi, évidemment, dans le processus législatif français. Là, le RN joue gros. Sauf erreur, il n'a pas de sénateur aujourd'hui. Il en a 4. Autant pour moi. Alors, je retire ce que je viens de dire. Il en faut 10 pour faire un groupe. En revanche, c'est assez lié aux résultats des municipales, car ce sont en grande partie les conseillers municipaux qui élisent les sénateurs. Plus un camp aura d'élus au printemps, plus il sera en position de force au Sénat. Oui. Après, pour le Rassemblement national, l'enjeu est moins d'avoir énormément de sénateurs, parce qu'en effet, peut-être qu'il peut avoir un groupe, peut-être qu'il peut avoir 15, 20 sénateurs. L'enjeu est de savoir si à un moment, la droite traditionnelle, les Républicains, va basculer tout ou partie du côté du RN. Et là, ça changera forcément les rapports de force au Sénat, puisque là, le RN pourrait disposer d'alliés suffisamment nombreux pour pouvoir peser sur les décisions de la Chambre haute. Pour le reste, ceux qui ont vraiment à perdre sur ces sénatoriales, ce sont les socialistes qui se voient concurrencés de plus en plus par les écologistes, qui ont beaucoup d'élus, et éventuellement par les insoumis qui espèrent faire beaucoup d'élus cette fois-ci. Et donc ça pourrait fragiliser encore un peu plus la position déjà pas très reluisante de la gauche au Sénat. Donc là, les enjeux, moi je dirais, sont davantage pour encore une fois, les deux grands partis traditionnels français qui existaient jusqu'en 2017, c'est-à-dire les Républicains et le Parti socialiste. Je le disais en introduction, l'année 2025 a été chaotique. Elle a aussi encore un peu plus appuyé sur la défiance des Français vis-à-vis de leur classe politique. D'un mot vraiment, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Est-ce que les mois qui viennent pourraient permettre de retrouver une forme d'appétit non pas d'appétit, parce que les Français sont des gens très politisés, mais absolument, je le pense, de confiance. Voilà, les élections municipales, vous voyez, plus de 60% des maires se représentent. Ça, pour moi, c'est un chiffre très important. Ça veut dire que et dès qu'on va dans toutes les villes de France, on en parle, on parle politique au café, dans les réunions de famille. C'est un peuple politique, les Français veulent agir. À mon avis, ils vont se remobiliser, ils vont voter. Il le faut, mais c'est pas moi de le dire. Mais en tout cas, moi, je suis très confiante sur le retour en politique des Français qui veulent avoir la main sur leur destin. Bon, écoutez, je vous souhaite une très bonne année politique à tous les deux. En tout cas, merci infiniment d'avoir balayé l'agenda de l'année ce matin sur ce plateau. Aurélien de Vernois du service politique de RFI, Elisabeth Pinault, reporter à l'agence Reuters en charge de l'exécutif. Une émission à revoir en replay, écouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info.